Parce qu'on dit que l'enfant, il est en relation corporelle avec sa mère, le petit enfant. Oui. Donc même si la mère dit rien, il le sent par le tonus musculaire qu'elle peut avoir, qui est trop tendu, ou les nerfs, etc. Vous voyez, donc il le sent. Donc je pense que là, il faut que les mères s'occupent d'elles-mêmes. C'est un peu comme dans l'avion, lorsque on vous dit, on dit aux mères d'abord mettre le masque à oxygène sur leur nez, avant de mettre sur le nez de l'enfant, de manière à ce qu'elle puisse être assez en forme pour s'occuper du petit. Vous voyez. Mais là, c'est pareil. Je crois qu'il faut absolument qu'elle se prenne en charge par rapport à ça, qu'elle n'ait pas honte aussi d'être, vous voyez, des mères angoissées, c'est normal, et qu'elle puisse parler de tout cela, encore une fois, avec d'autres et sortir cela. Et être après à plusieurs mères avec les petits, de manière à ce que, vous voyez, il y ait quelque chose de positif qui puisse s'installer dans la relation. D'accord. Ok. Et comment dirais-je, maintenant dans la vie de tous les jours, il faut aussi qu'elle se comporte normalement. C'est-à-dire, bon, maintenant, je dirais pas que les Kassam sont derrière nous, mais ça fait une semaine qu'ils nous ont plus ou moins laissés tranquilles. On ne sait pas ce qui peut arriver, comme vous l'avez dit, c'est au hasard, et ça, c'est ça qui est terrible. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Mais il n'y a pas que les gens d'Ashdod, il y a les gens de Ashkelon qui sont toujours, eux, sur les Kassam. Il y a les gens de la bordure de Gaza qui sont toujours sur les Kassam. Donc, comment, par rapport à la vie de tous les jours, quel conseil vous pouvez leur donner par rapport à, que ce soit des petits enfants ou des enfants, des adolescents d'ailleurs, parce que le problème est le même. Oui, c'est ce qu'il y a lorsque il y a cette anxiété, cette angoisse due à ces attaques comme ça. Eh bien, c'est la peur de la mort en fait qui est là. Vous voyez, ce qui est normal, parce que bon, quand la sirène commence, on ne sait pas où ça va tomber, donc on a très peur de mourir ou de voir mourir ce qu'on aime, quoi. Donc là, je crois que là aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir, même si c'est pas le sujet exactement, c'est de pouvoir dans des groupes pour parler de la mort et de tout cela, parce que souvent on ne veut pas en entendre parler, mais vous savez, comme je le disais lors d'une interview, on me disait, oui, que pensez-vous des soldats qui ont vécu la guerre et qui après vont se perdre au bout de la terre et qui parfois il arrive de mourir. Alors, justement, je disais qu'il faut faire très attention à ça. C'est pas parce que vous voyez, on a échappé à la mort quelque part qu'on va échapper à la mort ailleurs. Je suis pas en train de dire qu'il faut vivre avec l'idée de la mort tout le temps. Mais on peut l'aborder. On peut aborder ça dans des groupes de parole, de manière à, disons, faire le point chacun par rapport à cela. Bon, maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est quand même, on est dans un pays où les Juifs enfin peuvent se défendre, contrairement à avant la création de l'État d'Israël, et que quand même, il y a une défense par Tsahal et par l'armée, donc très importante. Donc on n'est pas quand même livré à nous-mêmes comme ça sous les bombes. Il y a immédiatement une réaction très importante de notre armée. Et ça aussi, il faut insister là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas... non seulement on est protégé par Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, Akadosh Baruch Hu a permis qu'enfin le peuple juif ait son armée. C'est absolument extraordinaire, parce que quand on lit ou qu'on entend ceux qui ont vécu avant l'État d'Israël, c'est une horreur, quoi. C'est vrai. Donc vous voyez, il faut, si je résume, là, il faut pouvoir aborder le problème de la mort et puis également, disons, chercher les points positifs quand même qu'il y a à vivre en Israël. Bien sûr. Les groupes de travail, de parole que vous le faites vous-même, vous êtes un professionnel. C'est d'ailleurs qu'il vaut mieux le faire entre les femmes entre elles ou bien avec quelqu'un de professionnel? Bon, l'idéal c'est un professionnel, mais c'est pas obligé parce que le principal c'est que des gens qui vivent la même chose sur le plan de la réalité puissent se réunir pour pouvoir parler de tout cela. Vous voyez? D'accord. En parler, c'est déjà, je vous dis, c'est un début de thérapie. C'est-à-dire qu'on met des mots, on sort les choses, on a le droit de pleurer, d'avoir des angoisses, de le dire, et les autres sont d'accord. Et puis, dans le groupe, il y a toujours
des gens qui peuvent amener des idées, vous voyez, pour remonter, tout ça. Un groupe de parole, c'est très très important. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux par rapport aux thérapies, vous voyez, de ceux qui vivent dans l'angoisse du terrorisme ou de la guerre. J'ai compris. Dans le cas d'adolescents qui sont qui sont pas là depuis longtemps et qui sont terrorisés justement à l'écoute de cette sirène et qui se ferment, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, parmi les immigrants, les Olim Khadashim, les adolescents, c'est pas simple parce que ils sont déjà à un âge où on veut s'affirmer et être indépendant. Et puis lorsque les parents décident de faire l'ALIA, ils sont obligés de suivre. Alors, il y en a qui sont d'accord, mais il y en a aussi j'en connais plein, qui ont dit, mon père tout d'un coup a décidé, ma mère a décidé qu'on vienne, donc on est venu. Mais nous, on n'a pas eu notre mot à dire, et puis voilà, maintenant on est sous les bombes, etc. Donc là chez les adolescents, il y a souvent une revendication d'indépendance qui se cache derrière toutes ces paroles, vous voyez. Oui. Donc là, ce qu'il faut, c'est justement leur permettre d'exprimer le fait qu'ils ont l'impression d'être traités en petit enfant et d'avoir été amenés là malgré eux. Par ailleurs, il y en a d'autres au contraire, c'est pour ça encore une fois un groupe de parole avec des adolescents, c'est bien. Il y en a d'autres au contraire qui sont là pour leur rappeler que, ça j'ai vu ça dans les groupes de jeunes immigrants, pour leur rappeler qu'en France c'était pas tellement bien, qu'il fallait faire attention sans arrêt, cacher la Magen David, quand on sortait de l'école juive, il fallait faire attention à qui nous suivait, etc. Donc il y en a dans le groupe qui peuvent, vous voyez, amener le positif, et puis de rappeler aux autres que quand même on est mieux en Israël. Mais c'est important qu'ils puissent s'exprimer eux aussi. Mm-hmm. De dire, pourquoi mes parents m'ont amené ici, etc. Leur expliquer pourquoi Israël est si important pour le peuple juif, et puis leur laisser sortir aussi la fureur, même la colère aussi contre les parents. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire que même si la personne veut s'énerver après son père ou après sa mère, il vaut mieux que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte parce qu'autrement, après, ils vont faire une vie pas possible à leurs parents en voulant rentrer, vous voyez. Oui. Moi, j'ai vu ça aussi. Des adolescents ou adolescentes qui ont fait la vie à leurs parents et qui finalement sont retournés vivre en France chez un oncle ou une grand-mère, etc. Vous voyez. D'accord. Alors, donc il faut qu'ils sortent ça. Et puis après, c'est possible parler avec les parents pour qu'ils comprennent aussi, disons, l'attitude de leurs enfants, qui ont grandi. C'est vrai qu'ils ont grandi, ils ont le droit de s'exprimer, voilà. Donc il faut leur permettre de s'exprimer. Encore une fois, mettre des mots, toujours des mots sur l'angoisse. D'accord. Maintenant, on prend le cas de personnes qui ont l'air d'avoir bien supporté ces sirènes, parce que je crois qu'en fait c'est plus la sirène que le Qassam qui tombe, qui angoisse, surtout quand c'est dans la nuit ou au petit matin. Est-ce que les personnes qui ont l'air de bien prendre les choses, est-ce que ça peut être vraiment réel, c'est-à-dire est-ce que les gens le prennent vraiment, ou est-ce que ça peut être au fond d'eux-mêmes est-ce qu'il y a, comment dirais, pas une forme d'hypocrisie, non, une forme de, comment dirais, de timidité ou de gêne par rapport aux gens de montrer qu'on a peur, ou est-ce que ces gens-là, c'est pas plus dangereux, justement, des gens qui ont l'air de dire non mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça va, machin, alors que eux-mêmes ils cacheraient plus ou moins leur peur réelle. Oui, je comprends votre question. C'est vrai que là encore une fois, on doit faire une différence entre les hommes et les femmes. Souvent, les hommes ont beaucoup de honte à montrer qu'ils ont peur. Alors, donc, ils peuvent très bien dire non, que eux, ça va, et que donc ils sont là pour aider, etc. Bon, par ailleurs, il y a aussi une chose, c'est que quand quelqu'un a fait l'armée, on lui apprend ce que c'est une bombe, etc. Bon, j'ai un exemple en tête avec un Olé Khadash qui est arrivé. Lui, il avait fait l'armée un certain temps pour la France, et on lui avait appris, donc lorsque le Qassam ou la bombe tombe, l'obus tombe,
eh bien, les morceaux d'obus repartent comme un V renversé, vous voyez. Oui. Donc, lui, il sait qu'il doit se mettre à plat ventre, derrière un muret, etc., ou, vous voyez, de manière à surtout à plat ventre, pas rester debout, parce que c'est là qu'on peut prendre des éclats en soi. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui... Il y en a qui sont capables, vous voyez, de supporter cela, parce qu'ils ont déjà une expérience quelque part, vous voyez, ils connaissent un peu les armes, etc., donc ils sont moins affolés. Maintenant, il y a ceux, comme vous avez dit, qui cachent ça, alors comme j'ai dit, soit parce qu'ils veulent jouer les forts pour pouvoir aider les autres, ou alors il y en a, par contre, ils ont été très choqués, mais ce n'est pas arrivé à la conscience. Vous voyez, donc c'est resté en eux. Quelque chose qui est resté coincé comme ça et qui n'est pas conscient. Et qui peut ensuite réapparaître. C'est-à-dire que le traumatisme peut tout d'un coup réapparaître, je ne sais pas moi, ça peut être quelques jours après ou ça peut être 20 ans après. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui a vécu qui était une personne âgée, qui a vécu les bombardements, vous savez, pendant la guerre. Oui. Une personne enfant, qui est les bombardements en France pendant la guerre et qui, quand les bombes, les Kassamim ont commencé à arriver, tout est remonté, alors qu'il pensait qu'il n'avait rien, qu'il avait vécu la guerre, ces bombardements sont trop de matchs, vous voyez. Donc ça peut revenir. Alors c'est pour ça que lorsque quelqu'un dit oh je ressens rien, etc., c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Et là aussi il faut permettre aux gens de pouvoir en parler, de sortir ce qui est là coincé en eux, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comment dire, inciter les gens à ne pas avoir honte de dire leurs sentiments, puisqu'on est tous logés à la même enseigne, en fait.